Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on va se poser une question toute simple. Est-ce que cette œuvre extrêmement célèbre, ce groupe du Laocoon, est une œuvre originale ou une, entre guillemets, simple copie? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art depuis sa découverte au XVIe siècle et elle est actuellement conservée au Vatican. Avant de répondre à cette question, on va d'abord s'intéresser un peu à la description de l'œuvre pour ceux qui la connaîtraient peu ou pas. Il s'agit d'une œuvre assez monumentale puisqu'elle fait 2,42 mètres de haut sur 1,60 mètres de large. On appelle ça un groupe puisqu'il y a plusieurs figures dans cette œuvre. Elle est constituée de 8 blocs de marbre qui ont été ensuite fixés par des tiges de fer. Et une autre particularité, c'est qu'on a utilisé deux types de marbre différents. Et ça, vous allez voir que c'est un point très important pour répondre à la question originale ou copie. De quoi parle cette œuvre? Alors il s'agit d'abord, représenté ici, du prêtre troyen Laocoon et de ses deux fils. Donc pour être plus précis, c'est-à-dire qu'il habitait à Troie durant la célèbre guerre de Troie. Cette scène précise ici est décrite dans l'Énéide de Virgile, qui est un poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors ce personnage, on le retrouve dans beaucoup d'écrits, mais cette scène telle qu'on la voit se rapproche vraiment de l'Énéide. Donc je vous résume rapidement ce qui se passe. En fait, pendant la guerre de Troie, donc à la fin plutôt de la guerre de Troie, les Grecs font semblant d'abandonner. Après 10 ans de guerre, ils font semblant de quitter les plages de Troie, mais laissent un énorme cheval de bois en offrande à Poséidon pour que leur retour en Grèce se passe le mieux possible. En tout cas, c'est ce que vont croire les Troyens. Et ils vont être très heureux, pensant avoir gagné, de récupérer ce cheval, le faire rentrer dans les murs de Troie. Or, il s'agissait d'un piège, vous le savez certainement, puisqu'à l'intérieur étaient cachés des Grecs qui vont s'empresser d'ouvrir les portes de l'intérieur et permettre en fait aux Grecs qui n'étaient pas vraiment partis de prendre la ville. Alors, où se situe exactement cette scène avec le prêtre Laocoon? En fait, quand ils découvrent le cheval de Troie, les Troyens, il y a vraiment un débat pour savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Faut-il la brûler ou la récupérer comme un trophée? Et Laocoon, il dit à ses concitoyens, non, il faut brûler cette œuvre parce qu'elle est dangereuse. Avec les Grecs, il faut toujours se méfier. Donc il ne sait pas que c'est un piège qu'il y a des Grecs à l'intérieur, mais il se doute que ça sent pas très bon. Et alors qu'il tente de convaincre ses compatriotes, Poséidon, qui est du côté des Grecs, décide d'envoyer 2 serpents attaquer Laocoon pour l'empêcher justement de dissuader les Troies de faire entrer le cheval dans la ville. Et donc cette scène-là montre comment Laocoon et ses 2 fils qui l'accompagnaient sont attaqués par les serpents de Poséidon. Quelques mots sur l'œuvre en tant qu'œuvre d'art. C'est une œuvre assez exceptionnelle dans toute l'histoire de l'art. Il y a peu d'œuvres qui sont à ce niveau-là, de par, bien sûr, sa taille est déjà rare, et en plus, c'est son expressivité. Vous voyez les visages déformés du prêtre et ses enfants, l'anatomie, etc. Donc c'est un vrai morceau de virtuosité, mais aussi d'expressivité, alors que la plupart des œuvres antiques se distinguent justement par des poses assez légères, assez nobles, où en général les traits du visage sont au repos. On va maintenant parler de sa découverte, parce que ça a été aussi un moment exceptionnel. Sa découverte se fait en plein milieu de la Renaissance en 1506 à Rome. Le pape avait lancé, donc Jules II, toute une série de travaux pour améliorer la ville. Et dans ces travaux, en creusant, bien sûr, on a souvent fait des découvertes archéologiques intéressantes. Et en 1506, on trouve cette œuvre incroyable. Un élément particulier de cette découverte, c'est que d'après les écrits, Michel-Ange se trouvait là au moment de la découverte. Alors là, attention, il faut toujours prendre ces éléments avec des pincettes. Est-ce qu'il était là au moment même où on a trouvé la sculpture, un bout de la sculpture?
Donc ça serait quand même assez incroyable comme coïncidence, ou tout simplement, on a trouvé une sculpture dans la terre, on a prévenu qui de droit pour venir observer, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, hein, parce que voilà, bien sûr les ouvriers n'allaient pas prendre responsabilité de traiter ça tout seul, et à ce moment-là, bien sûr, dans un cortège envoyé par Jules II, il y avait Michel-Ange certainement, puisque Michel-Ange était un des artistes favoris du pape. Bref, quoi qu'il en soit, rapidement, un des artistes présents fait le lien avec un texte antique qui a été écrit par Pline l'Ancien. Donc Pline l'Ancien, c'est un auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui avait écrit un ouvrage essentiel pour notre connaissance de l'Antiquité qui s'appelle Histoire naturelle. Dans cet ouvrage, il parle de beaucoup d'œuvres, puisqu'en fait il voyage dans toute la Grèce, il décrit la Grèce, il parle notamment des œuvres d'art qu'il croise. Il parle de cette œuvre, ou du moins d'un groupe de Laocoon, qui aurait été réalisé par 3 sculpteurs rhodiens, ce qui veut dire en fait qu'ils sont de l'île de Rhodes, et qui auraient été actifs au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de Agésandros, Polydoros et Athénodoros. Alors évidemment, vous imaginez d'abord retrouver cette œuvre exceptionnelle qui était décrite par Pline l'Ancien, donc qui faisait rêver tous ceux, bien sûr, tous les lettrés qui avaient lu ses écrits. C'est un grand phénomène dans le monde de l'art à ce moment-là, et le pape va s'empresser d'acheter, évidemment, cette œuvre. Là va commencer un grand débat sur la restauration, parce qu'évidemment, vous le savez certainement, quand on retrouve une œuvre antique, elle est souvent dans un état plutôt moyen, voire mauvais état. Ici, l'état global est plutôt bon, mais bien sûr, il manque des bouts, certaines parties sont détachées, donc il faut bien décider comment reconstituer l'ensemble. Surtout qu'à l'époque, il faut savoir que quand on découvrait une œuvre antique, il était d'usage de la restaurer entièrement, c'est-à-dire de compléter les parties manquantes. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même approche. On préfère laisser les œuvres dans l'état où on l'a trouvée, de peur de faire une restauration qui ne respecterait pas l'œuvre originale. Donc l'œuvre est trouvée en 1506, il va falloir attendre 1534 pour qu'elle soit restaurée, voilà, vu tous les débats, les discussions, les réflexions qu'il y a eu. Et finalement, elle va être restaurée. Là, je vous montre une image, je vous mets même les 2 images pour vous permettre de comparer. Donc vous voyez que là, les bras notamment, hein, plusieurs éléments ont été complétés, mais notamment les bras des fils et du prêtre Laocoon. Et c'est justement ce bras de Laocoon qui va poser le plus de problèmes, parce que bon, la façon de faire ce bras va changer la composition générale de l'œuvre. Et les artistes et les décideurs de l'époque prennent la décision de faire ce bras, comme vous pouvez le voir, en diagonale. Et ça, c'est un élément qui va être essentiel dans l'histoire de l'art, qui va avoir une grande influence, puisque ce bras tendu va faire de ce groupe une composition en diagonale. Et à partir de là, ça va avoir une énorme influence sur les artistes, qui vont y voir un message envoyé de l'Antiquité, si vous voulez, comme quoi, ben oui, pour faire une œuvre, un chef-d'œuvre, pour faire une œuvre très expressive, très dynamique, il faut utiliser cette composition en diagonale, et à partir de là, on va voir fleurir les compositions qui utilisent cette fameuse diagonale. On va voir aussi beaucoup de théoriciens de l'art qui vont expliquer pourquoi justement cette composition en diagonale est si géniale, pourquoi les anciens, donc les théoriciens, les artistes de l'Antiquité l'ont conçu, l'ont compris, etc. Donc ça va durer pendant des siècles, puisque donc de 1534, l'œuvre va rester restaurée jusqu'à un moment décisif en 1905. Donc vous voyez, voilà, pour tout le monde, c'était sa forme définitive, mis à part quelques, bien sûr, personnes qui continuaient à débattre, bien sûr, de la restauration. Un archéologue va découvrir, tout à fait par hasard, un bras. Et le génie de cet archéologue, ça va être de suite comprendre que ce bras est le bras manquant du Laocoon. Donc là maintenant, je vous remets la version que vous aviez au début, comme vous voyez au début, la version d'aujourd'hui d'ailleurs, avec le bras. Donc vous voyez, le bras en fait est plié. Donc ça change totalement la composition de l'œuvre, on n'est plus sur une œuvre tout en diagonale, ça fait une œuvre beaucoup plus ramassée. Donc il va trouver ce bras, va s'en suivre encore des discussions. Est-ce que c'est bien le bras? Est-ce que faut-il dérestaurer l'œuvre? Et si oui, jusqu'où il faut aller? Est-ce qu'il faut tout enlever? Est-ce qu'il faut rajouter ce bras ou pas?
Et il va falloir encore attendre plus de 50 ans, puisque c'est vers 1960 qu'on va enfin reprendre la restauration, supprimer tous les ajouts et rajouter ce bras. Donc déjà, la première conséquence et conclusion là-dessus, on peut déjà voir qu'il faut faire très attention sur l'interprétation des œuvres, puisqu'on peut vite partir sur des délires qui n'ont rien à voir avec l'intention des artistes au départ. Là, on arrive maintenant au cœur du problème. Est-ce que c'est une copie ou un original? Et oui, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'une copie. Alors au départ, bien sûr, quand on trouve ce chef-d'œuvre, on se dit on est face à une œuvre exceptionnelle. Ça correspond quand même à peu près à ce que dit Pline, dont la question ne se pose pas, c'est forcément un chef-d'œuvre de l'Antiquité, un original. Sauf que, entre-temps, l'archéologie va faire encore de grandes découvertes et on va trouver d'autres œuvres de ces trois sculpteurs rhodiens. Et entre ça et des inscriptions de l'époque, on va comprendre qu'en fait ces trois rhodiens étaient des spécialistes de la copie. En fait, je vous rappelle que à l'époque de l'Empire romain, il y a eu une grande mode de la sculpture grecque, des œuvres grecques en général. Et donc, dans l'idéal, on achetait des œuvres grecques, on faisait même venir des œuvres grecques, donc des fois on les faisait enlever des monuments pour les faire venir à Rome. Et pour les œuvres qu'on ne pouvait pas acheter ou faire venir, on commandait des copies à des artistes. Donc c'est certainement ce qui s'est passé pour ce Laocoon, puisque ces Rhodiens, c'était leur travail de faire des copies d'œuvres célèbres. Ensuite, on revient au texte de Pline, il y a eu pendant longtemps une erreur de traduction. Pendant longtemps, on croyait que Pline l'Ancien disait que ce Laocoon était la meilleure sculpture. Donc on se disait, ben oui, donc ça veut dire que c'est le chef-d'œuvre de la sculpture antique, voilà ce que ça veut dire. Sauf qu'en reprenant la traduction, on a compris qu'en fait il y avait une petite erreur sur un terme, dans le passage du latin à l'italien. En fait, Pline voulait dire que c'était la meilleure version de cette sculpture. Ce que ça veut dire, c'est que cette sculpture, donc il y a eu un original et qu'elle a certainement été copiée plusieurs fois, certainement dans différents matériaux, et que pour Pline, la version en marbre, donc certainement celle qu'on a aujourd'hui, c'était celle qu'il préférait. Donc ça confirme que ça serait bien une copie. Ensuite, Pline, dans sa description de l'œuvre, parle d'une œuvre en un seul bloc. Or, cette œuvre est en 8 blocs. Donc là, nous avons deux possibilités. Première possibilité, c'est que Pline s'est trompé, que quand il a vu l'œuvre, c'était tellement bien fait qu'il a cru que c'était fait d'un seul bloc. L'autre possibilité, c'est de croire qu'en fait l'œuvre d'origine était un seul bloc et que donc cette copie ne l'est pas, ce qui expliquerait donc que ça soit bien une copie. Autre élément, alors là encore plus concret, c'est que cette œuvre est réalisée en deux types de marbre. Vous avez du marbre italien et du marbre grec. Or, le marbre italien utilisé n'a été exploité, la carrière n'a été exploitée qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là, vous allez me dire, oui, alors en quoi ça en fait une copie? C'est très simple, c'est que ce style d'œuvre, en fait, aujourd'hui qu'on connaît un certain nombre d'œuvres antiques, on estime que c'est du baroque hellénistique. Le baroque hellénistique, c'est un courant de sculpture qui fait suite au classicisme en sculpture. Le classicisme en sculpture, c'est le 5e et 4e siècle, et à partir d'Alexandre le Grand, on va rentrer dans la culture hellénistique, et là va se développer une sculpture beaucoup plus expressive. Beaucoup plus dynamique dans sa composition, avec des œuvres beaucoup plus monumentales aussi. Et donc cette œuvre est typique de cette époque. Or, le baroque hellénistique, c'est le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Or, le marbre italien est du 1er siècle. Donc vous voyez, il y a un siècle d'écart, donc ça confirme que ce serait bien une copie d'une œuvre plus ancienne de 1 ou 2 siècles. Alors attention quand même, je mets un petit bémol à cette théorie, c'est que souvent, les historiens de l'art ou les archéologues veulent faire une histoire de l'art très tranchée, où en fait chaque style aurait un début et une fin. Sauf que dans la réalité, on sait bien que c'est pas comme ça. Si on a bien étudié l'histoire de l'art en détail, on sait que pas du tout. Que, par exemple, au 19e siècle, on trouve beaucoup d'œuvres dans le style du 18e. Au 18e, on trouve beaucoup d'œuvres dans le style même de la Renaissance. Voilà, parce que les modes reviennent, parce qu'il y a des commandes qui demandent expressément une œuvre dans le style d'un artiste de la Renaissance, parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est pas aussi simple que ça, que les styles ne se succèdent pas. Donc ça peut très bien être des artistes qui aimaient ce style-là et qui ont repris un style
qui avait un petit peu disparu depuis quelque temps. Voilà. Donc attention, cet argument n'est pas non plus totalement convaincant. Autre élément qui fait penser que c'est une copie, c'est que comme vous pouvez le voir, par exemple au niveau d'un des fils, vous avez un des drapés, qui en fait sert d'appui. En fait, il sert de support pour maintenir l'œuvre. L'autel qui est derrière, il pareil, donc en fait, ces trois personnages ne tiennent pas debout par eux-mêmes. En fait, ils sont aidés par des sortes de supports qui sont dissimulés sous les traits d'un drapé, sous les traits d'un autel, etc. Et donc ce principe, si vous voulez, est utilisé en général dans les copies en marbre de sculptures en bronze. Pourquoi? Parce que le bronze est beaucoup plus résistant, tient beaucoup plus, hein, c'est plus léger aussi, c'est creux, souvent à l'intérieur, donc forcément, il y a moins de problèmes pour que les bras, les jambes, les corps puissent tenir. Quand vous faites du marbre, c'est pas du tout la même portance, et pour éviter que ça se casse, on avait l'habitude de renforcer les copies par ce genre d'éléments. Donc, ces différents supports déguisés font penser qu'il s'agirait d'une copie en marbre d'un original en bronze. Et il faut savoir que d'ailleurs, à l'époque antique, le bronze était même le matériau le plus noble pour faire de la sculpture. Comme la plupart des sculptures en bronze ont disparu, pour diverses raisons, c'est vrai que la civilisation européenne a gardé principalement les œuvres en marbre et on a cru que le matériau le plus noble était le marbre par erreur. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces éléments? Est-ce que c'est une œuvre par rapport au style du IIe siècle? Est-ce que d'après le marbre, c'est une œuvre du 1er siècle? Est-ce que c'est un original? Est-ce que c'est une copie? De tous ces grands débats, les spécialistes sont arrivés à un consensus qui paraît tout à fait cohérent, c'est qu'il s'agirait bien d'une copie qui daterait donc du 1er siècle et plus précisément des années 40 ou 30 avant Jésus-Christ, donc à peu près au niveau du début du règne d'Auguste. Il s'agirait effectivement d'une copie d'un original en bronze qui remonterait au IIe siècle. Alors pourquoi le IIe siècle? Parce que par la suite, on a trouvé d'autres œuvres de type du baroque hellénistique et qu'on peut dater, là on a des éléments pour les dater, des écrits, des inscriptions, pour les dater du IIe siècle. Donc tout ça fait qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas c'est la plus grande certitude qu'on ait, hein, pas à 100% non plus, que ça serait une copie donc du 1er siècle avant Jésus-Christ. Une dernière petite conclusion peut-être sur ce qu'on a vu, on peut aussi rajouter d'ailleurs que la plupart des antiques en marbre sont en fait des copies. Ça, je vous ferai un jour une vidéo là-dessus. C'est vrai que pendant la Renaissance, le XVIIe, puis le XVIIIe, même le XIXe siècle, on a longtemps cru que toutes ces magnifiques œuvres en marbre étaient des originaux des plus grands artistes grecs. Et puis progressivement, les découvertes archéologiques, que ce soit des écrits, que ce soit des inscriptions sur des monuments, ou que ce soit même des œuvres, des vrais originaux en bronze, nous ont fait comprendre qu'en fait, la plupart des œuvres qui ont été adulées entre le XVe siècle et le XIXe siècle étaient en fait des copies d'époque romaine, mais ce qui n'enlève rien bien sûr à leur grande qualité. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres? Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre? Est-ce que d'après vous, au-delà de ce qu'en pense le spécialiste, c'est un original ou une copie? Dans la prochaine vidéo, on va continuer sur le Laocoon en se posant une nouvelle question. Est-ce que finalement, au-delà de ce qu'on vient de dire, hein, les spécialistes pensent que c'est une copie du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais est-ce que finalement, ça ne serait pas une œuvre réalisée par Michel-Ange en 1506, c'est-à-dire que ça aurait été un canular, voilà, il aurait fait passer une de ses œuvres pour un antique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une universitaire américaine, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours. D'ici là, pensez à vous abonner en cliquant en dessous, cochez la petite clochette pour être notifié quand la vidéo sur Michel-Ange et le Laocoon va sortir. Pensez à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à partager bien sûr la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous dis à très bientôt. Ciao!